François Sureau de l'Académie française est avec nous dans la Grande Galerie francophone. Bonjour François et bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Je vous présente le public et toute la bande. Vous n'êtes pas venus les mains vides. D'un mot, qu'est-ce que c'est ? Oui, je fais partie des gens qui, quand ils écrivent des livres, ont besoin de stimuler leur imagination en permanence. Surtout quand j'écris des livres qui se passent loin ou qui... Voilà, alors celui que je viens de publier, là, se passe à Salonique. Et en fait, pour me mettre dans l'état d'esprit, j'ai une espèce de grand cahier, là. Et dans ce grand cahier, je colle, comme les petits-enfants, vous savez, qui collent des trucs quand ils sont petits. Je colle tout ce qui stimule mon imagination. Par exemple, là, vous avez des uniformes de la police hongroise parce que je suis en train d'écrire un livre qui se passe avec le même héros en Hongrie au moment de la chute du mur. Ça ne se retrouve pas dans le livre, mais c'est tout ce qui me parle et qui me permet de stimuler mon imagination. C'est un peu votre mood board. Vous avez réinventé Instagram. Finalement. Oui, c'est ça. Et on va en parler, mais première question rituelle, qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, François Sureau ? Une évasion et une consolation. Une fuite ? Non, une évasion. Ah, c'est amusant que vous pensiez ça. On dit souvent ça, une évasion au sens de fuite. Non, l'évasion, c'est le fait de quitter un monde limité pour un monde illimité. Ce n'est pas le fait de fuir. S'évader comme on s'évade d'une prison. Vous savez que pendant très longtemps, en France, jusqu'à une réforme récente, je crois que c'est encore le cas au Brésil, quand un condamné qui était condamné à la prison s'évadait, quand on le reprenait, il était simplement condamné à finir le temps de prison auquel il avait voulu échapper en s'évadant. Mais il n'était pas condamné à une peine supplémentaire. Et pourquoi ? Parce que le droit français considérait que l'évasion, manifestation du désir de liberté, était inséparable de la nature de l'homme. Et ce qui fait que quand on a supprimé ça pour coller des peines de prison supplémentaires aux gens qui s'évadent, à mon avis, on a fait un recul de civilisation. À l'heure actuelle, on en est loin aujourd'hui. On est très loin. Aujourd'hui, la petite musique de l'air du temps, c'est enfermez-le. Enfermez-les. Et s'il essaye de s'évader, on va lui recoller 10 ans ou 15 ans de plus. Donc c'est pour ça que pour moi, l'évasion n'est pas une fuite. L'évasion, c'est de coïncider avec la liberté. L'évasion, quand je dis que l'art est une évasion, c'est... Non, l'art me montre tout ce que je ne voyais pas. Regardez le radeau de la Méduse, par exemple, chose absolument extraordinaire. On peut le voir au Louvre. Qu'on peut voir au Louvre, qui est chef-d'œuvre de Géricault. Immense tableau. Alors très spectaculaire aussi, très presque kitsch, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des types qui meurent. On le voit à l'écran. Cadavres. Enfin, c'est quelque chose de splendide. Il est allé dans les morgues, d'ailleurs, étudier la couleur des cadavres. Mais absolument, il était très, très, très précis pour ça. Et le radeau de la Méduse, ça montre quoi ? Ça montre ce qu'il y a à l'arrière du monde, c'est-à-dire l'échec d'une entreprise politique, parce qu'il y a derrière tout ça une aventure politique de conquête des rivages de l'Afrique. Conquête militaire, bien sûr. Conquête militaire. Il y a un échec sociologique, c'est-à-dire que le gars qui commandait la Méduse était un aristocrate incapable de naviguer, de préférence à un marin issu de la Révolution qui, lui, savait naviguer, ce qui explique le naufrage. Parce que la Méduse est un immense vaisseau de guerre. Parce que c'était un vaisseau de guerre absolument magnifique. Mais qui n'est réduit à quasiment plus rien, à des planches de bois qui flottent sur une mer déchaînée. Au moment de la Restauration, on avait choisi une nouille qui n'avait pas commandé à la mer depuis des années pour faire ça pour des raisons de principe. Donc quand je dis l'évasion, c'est quand on regarde le radeau de la Méduse, il y a tout ça à la fois. Il y a l'histoire, il y a la révolution, il y a le remplacement d'une classe sociale par une autre, et puis il y a surtout l'incroyable beauté de cette mer vivante et de ces corps en décomposition. Le choc entre les deux, où l'homme meurt et la nature survit, est quelque chose d'absolument incroyable. Quand on vous a demandé quelles étaient les œuvres d'art qui vous accompagnaient, qui vous inspiraient, vous avez évoqué des représentations de Jésus. Alors, on va voir la mise au tombeau du Caravage, sublime tableau, et les pèlerins d'Emmaüs d'un autre grand maître, Rembrandt. Pourquoi est-ce qu'elles vous touchent, ces peintures-là ? Je vais vous dire profondément, sincèrement, ce en quoi elles me touchent. Je ne pense pas être un esprit très religieux.
C'est-à-dire que l'idée d'un Dieu extérieur à l'homme, l'idée d'un Dieu qui viendrait donner des commandements, l'idée d'un Dieu qui serait à la fois diététicien et législateur. Oui. Voilà ce que vous pouvez manger, voilà comment vous pouvez aimer, voilà comment vous pouvez vous marier, voilà comment... Voilà, c'est cette idée-là, mais complètement étrangère. Ce que j'aime dans les représentations de Jésus de cette époque, c'est que le maître de Nazareth, comme on l'appelait, l'homme qui venait de Dieu, si je puis dire, en fait partage la condition humaine. Si je puis dire, Dieu m'intéresse s'il partage la condition humaine. Donc, S'il ne la partage pas... chez la mise au tombeau de Jésus, c'est que c'est la mise au tombeau d'un c'est homme. la mise au tombeau d'un C'est la homme, mise au ça n'est tombeau pas la d'un homme. résurrection. Exactement, c'est la mise au tombeau d'un homme qui partage la condition humaine et c'est l'une des conditions auxquelles le divin m'intéresse. Si Dieu ne partage pas la condition humaine, j'ai toujours, pardonnez-moi, mais envie de lui dire, comme disait Prévert, vous savez, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre, qui est parfois si jolie, avec les jolies filles et les vieux cons, et la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Voilà. Merci pour ces vers. Les pèlerins d'Emmaüs, c'est un chef-d'œuvre de Rembrandt. On connaît votre engagement alors auprès des migrants, mais également auprès de personnes qui ont été privées de leurs droits. Pourquoi ce tableau-là? Pourquoi ce Rembrandt-là? Lui qui s'est beaucoup peint lui-même, lui qui a peint des rondes de nuit, qui a peint des philosophes en train de méditer. Mais pourquoi cette peinture-là? Parce que c'est le surgissement du meilleur. C'est un peu pour faire contrepoids à ce que je vous disais, quelque chose de pessimiste sur la nature humaine, c'est le surgissement du meilleur. En fait, il peint un moment qui est décrit par l'Évangile, qui est « ils le reconnurent à la fraction du pain ». C'est-à-dire qu'ils sont en train de cheminer sur la route, en allant vers Emmaüs, ils sont en train de cheminer sur la route, là, et ils voient ce type qui est un maître dont ils ne savent pas exactement qui il est, d'ailleurs. Ils ne le reconnaissent pas, parce que c'est pas le même qu'avant sa mort. Ils ont entendu dire qu'il était mort, ils ne savent pas exactement qui c'est, et en marchant, il leur explique... L'idée d'une résurrection est improbable. Et l'idée d'une résurrection est complètement improbable, et en marchant, il leur explique l'écriture, et il leur explique pourquoi il fallait que s'accomplisse sa venue sur la terre et sa mort comme la mort d'un homme. Et puis il rompt le pain et il le partage, c'est-à-dire qu'il le partage avec des hommes, encore une fois, il est au milieu des hommes, il n'est pas un machin dans le ciel et dans les nuages, il les partage au milieu des hommes, il rompt le pain, c'est le geste classique de la fraternité, de l'hospitalité, et le verset dit, ils le reconnurent à la fraction du pain. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent celui qu'ils prennent pour Dieu à la manière qu'il a d'être plus homme que tous les hommes. Et c'est ce moment-là, absolument extraordinaire, que Rembrandt décrit autour de cette table dans Les Pèlerins d'Emmaüs. Et avec la lumière qui jaillit quasiment de son visage. Qui jaillit de son visage, alors que tout le reste, qui jaillit de son visage, éclaire les autres hommes à côté, alors que le reste, les arrière-mondes, comme disait Nietzsche, tout ça est plongé dans l'obscurité. C'est magnifique. Dans Loin de Salonique, on retrouve votre héros détective Thomas More qui traverse les époques, qui poursuit des intrigues. Et Thomas More, vous avez emprunté évidemment le nom de ce détective à celui qui a inventé... À l'auteur de l'Utopie, à ce grand ministre. L'Utopie. Voilà, ce grand ministre. Alors c'est très étonnant parce que Thomas More est un personnage assez extraordinaire, qui est un ministre anglais de l'époque d'Henri VIII, qui était le garde des Sceaux de l'époque, enfin le ministre de l'Intérieur, le chancelier de l'Angleterre, qui était très très lié au roi Henri VIII et qui s'est séparé de lui quand Henri VIII a voulu divorcer pour épouser toute une foultitude de dames, dont certaines sont mortes d'ailleurs de manière absolument tragique, et lui-même a été condamné par le roi, a été décapité. C'est un personnage très étonnant parce qu'il a été à la fois reconnu comme saint par l'Église catholique, par l'Église anglicane, qui pourtant est l'héritière de ceux qui l'ont décapité, et par Karl Marx et ses potes qui considéraient que c'était quand même l'un des précurseurs du communisme. Bah oui, l'utopie parce qu'il imagine une cité idéale. Il imagine une cité idéale, extrêmement égalitaire, enfin bon, ça, personnage très 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 mystérieux et que j'aime beaucoup. Mais alors justement, pourquoi ce tableau de Hans Holbein le Jeune, qui est un peintre allemand, on est au XVIe siècle, il représente Thomas More, on va le voir apparaître, ce visage fermé, il y a ce drapé somptueux derrière lui. Alors, il est fermé en même temps, il y a ce regard que j'aime énormément, qui est le regard de l'inquiétude et de la droiture même. Il porte le collier de chancelier d'Angleterre, il a été un
très très bon avocat quand il était jeune, il était défenseur des pauvres, il était l'un des seuls qui pouvait dire la vérité au roi, et on voit un regard tout entier habité par l'idée de la vérité. Et c'est une chose qui me frappe. Moi, comme beaucoup de gens, j'étais sensible à la politique. Enfin, je veux dire, je me suis intéressé à la politique de mon époque parce que c'était mon époque. Et au fond... Intéressé est un mot un peu léger pour dire que vous avez été Oui. conseiller de prince, que vous avez Oui, été... conseiller est excessif parce que ils écoutaient Thomas More, mais moi non. Donc, conseiller... vous avez été proche non. d'Emmanuel Macron, Oui. vous avez accompagné les aventures de François Fillon un Quand temps. quand on m'a demandé mon avis sur des sujets qui m'intéressaient, j'ai jamais répugné à le donner. Mais ce regard de l'homme d'État intelligent est un regard qui me donne infiniment de nostalgie. Je l'ai cherché, je l'aurais cherché toute ma vie dans celui, je sais pas moi, de Winston Churchill, de Disraeli, du général de Gaulle, ou même de François Mitterrand. Vous voyez, j'aurais cherché ce regard-là qui donne confiance dans l'exercice du pouvoir, parce que l'exercice du pouvoir est fait par des gens honnêtes et véridiques. Et c'est la raison pour laquelle Thomas More m'a beaucoup plu. Malheureusement, ça l'a amené à se faire décapiter. Il avait beaucoup d'humour, parce que quand je dis honnête et véridique, on a l'impression d'un type un peu sinistre. Austère, non. Il avait beaucoup d'humour quand il est monté à l'échafaud. Il était un peu faiblard. À cause de sa détention à la Tour de Londres, il donne le bras au bourreau et lui dit « Aide-moi pour monter, pour descendre. Je m'arrangerai tout seul. » Un type capable de dire ça dans ses derniers instants n'est pas quelconque. Un dernier tableau de votre musée imaginaire, François Sureau, c'est toujours Hans Holbein qui est assez fascinant. C'est un tableau qui s'appelle Les Ambassadeurs. Les Ambassadeurs, je le disais, bon, alors conseiller du prince, vous avez le monde, ils ont la terre entre eux, comme s'ils décidaient du sort du monde. Et au sol, il y a une tache qu'on voit assez mal. C'est ce qu'on appelle une anamorphose en art. Vous nous expliquez ce que c'est et ce qu'on y voit quand on regarde le tableau d'un certain point de vue? Quand on prend l'anamorphose et qu'on regarde le tableau d'un certain point de vue en tournant, si vous voulez, vous allez vous rendre compte que cette espèce de disque-là, en fait, représente une tête de mort. Et que si vous la mettez à plat, vous allez voir une tête de mort. C'est une représentation assez incroyable dans un tableau qui a été peint au début du XVIe siècle, si ma mémoire est bonne. Donc c'est vraiment quelque chose d'une modernité absolument incroyable. C'est le surgissement du vrai sous l'apparence. L'apparence, c'est que ils dominent le monde, c'est Yalta. C'est Yalta, ils sont partagés le truc, ils sont hyper puissants. C'est Poutine et Xi Jinping et Donald Trump. Trump, c'est je fais ce que je veux et que je te transforme Gaza en resort touristique. D'un autre côté, je te prends la moitié de l'Ukraine, je te coupe le Groenland, etc. Et on est super content de soi-même. Et qu'a fait l'artiste? Eh bien, il a mis au milieu une tête de mort. Ce qui montre que le pouvoir à avoir avec la mort, s'il n'est pas orienté vers autre chose, et qui réduit absolument tout ça à néant. Déplacez-vous, regardez la tête de mort, et vous verrez le pouvoir pour ce qu'il est. C'est génial et on vous écouterait pendant des heures. En tout cas, merci infiniment François Sureau pour cette visite guidée dans votre musée imaginaire. On va parler de ce livre et des aventures de ce détective Thomas More. Mais comme chaque semaine, on fait le tour de l'actualité artistique. C'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Volontiers, et je nous amène toutes et tous en Espagne sous le chaud soleil de la Galice. Allez à la Fundación MOP qui consacre une rétrospective à une figure majeure, je dirais même fondamentale de la photographie. Et là, je vais vous donner 3 indices. Elle est la première femme à avoir été nommée photographe en chef du magazine Rolling Stone à 23 ans. On ne répond pas tout de suite, Ali. Elle est également la première femme à avoir exposé en solo à la National Portrait Gallery de Washington. Et c'est aussi elle qui a photographié 7 photos iconiques prises à New York quelques heures avant l'assassinat de John Lennon, qu'on reconnaît bien sûr en compagnie de son épouse Yoko Ono. Ça a été pris le 8 décembre 1980 et il s'agit donc de... Annie Leibovitz. Voilà! Donc, une femme... La photographe de Vanity Fair. On revient toujours aux vanités.
à qui on doit les couvertures de magazines les plus iconiques. Elle a réussi à capter tant la vulnérabilité que le glamour, que ce soit des acteurs de cinéma, des chanteurs, des sportifs, des politiciens. Et donc, il y a du matos, hein, comme vous dites. Alors, la Fondation MOP lui consacre cette rétrospective, c'est 50 ans de carrière. On peut voir des clichés exclusifs. On peut suivre aussi des tournées qu'elle a fait avec les Rolling Stones. C'est gratuit. C'est présenté jusqu'en mai, je le précise. Et la Fondation MOP, c'est pourquoi MOP? C'est pour Marta Ortega Pérez, qui est le nom de l'héritière du groupe propriétaire d'une célèbre marque de vêtements espagnole qui commence par Z. Je vous laisse faire l'équation. Donc, allez voir ça. Annie Leibovitz, rétrospective 50 ans de carrière, ça s'appelle Wonderland. Et donc, on voit ça où? On voit ça à La Corogne, en Galice, en Espagne. Merci à La Corogne. Arabelle. Maclac, c'est un autoportrait d'Artemisia Gentileschi qui est parti aux enchères à 5,6 millions de dollars. Alors, Artemisia, c'est une artiste, une peintre baroque du XVIIe siècle, qui est une suiveuse de Caravage, donc le maître du clair-obscur dont on vient de parler. Elle est violée à l'âge de 17 ans par son maître de dessin, qui est également un ami de son père. Ça donnera lieu à un procès public pour l'époque, retentissant, où elle sera d'ailleurs torturée. Mais elle s'en sort et elle devient, à son époque, une des plus grandes peintres du XVIIe, une peintre de cour même, puisqu'elle fera le tour de l'Europe. Et elle va peindre beaucoup de femmes extrêmement fortes pendant le temps où elle officiera. Et donc cette femme, qui a donc été vendue aux enchères à New York il y a quelque temps, est devenue une sorte d'icône féministe aussi pour les Américaines. Elle s'est vendue à New York, hein, d'ailleurs. Le prix de ce tableau a plus que doublé les estimations. Ce que ça montre en tout cas, c'est d'abord qu'une femme dans une collection aujourd'hui, c'est vraiment un statement. C'est vraiment stratégique, surtout dans un siècle comme le XVIIe siècle. Pour traduire en... C'est-à-dire, c'est vraiment... Notre ami l'académicien. C'est vraiment un marqueur, c'est vraiment un marqueur. C'est-à-dire que dans une collection en plus du XVIIe siècle, trouver une femme, c'est rare, de cette envergure encore plus. Et c'est un monde d'hommes, le XVIIe, comme vous le savez. Ça montre aussi que les old masters en salle de vente ont encore des beaux jours, parce que quand la pièce est de qualité, la rareté fait la cherté. C'est-à-dire que des pièces d'Artemisia, il y en a très peu encore en main privée. Et surtout, il y a très peu d'autoportraits. Celui-ci est un des premiers. François Sureau, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Parce qu'elle a longtemps été dans l'ombre de Caravage. Il y a eu une magnifique exposition qui lui a été consacrée en France. Je me suis demandé pourquoi d'ailleurs, parce que en fait c'est un monde d'hommes dans le domaine de la peinture. Je parle de la peinture. Voilà, c'est une chose qui m'a toujours fasciné, parce qu'en revanche de Sainte Thérèse d'Avila à Johanna Inés de la Cruz ensuite, dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la poésie, dans le domaine même de la poésie mystique, les femmes ont une très très grande importance à cette époque. Mais il y en a quand même peu, vous l'avouerez, par rapport aux hommes de cette même époque. Il y en a peu, mais il y a peu d'hommes qui soient comparables à Sainte Thérèse d'Avila. Il y en a d'ailleurs qu'un seul à cette époque-là, qui est Jean de la Croix. Un seul. On la croise d'ailleurs dans Loin de Salonique, Thérèse d'Avila. Absolument, on l'a comme Jean de la Croix d'ailleurs. Et je me suis voilà, c'est une vraie question sur l'idée. Il était probablement plus facile pour une femme de faire de la poésie même mystique seule, que d'animer cette espèce de chose sociologique et compliqué qui était un atelier de peinture avec des collaborateurs, avec des choses, avec des... Mais sur ce que disait Arabelle, j'aimerais vous entendre, François Sureau. Est-ce que vous comprenez le besoin ou l'envie de posséder une œuvre d'art? Pas du tout, non. Vous imaginez que quelqu'un ait la possibilité d'avoir pour soi une sonate de Mozart qu'il serait seul à pouvoir écouter et qu'il ne faudrait écouter à personne, mais ça serait épouvantable. Et les musées, en revanche, ça m'agace pour une autre raison, c'est que je n'y vais que pour voir un seul tableau. Aller au musée, passer une après-midi au Louvre, ça serait pour moi comme lire 10 livres de Flaubert à la suite, mais je dégueulerais au bout du 4e. Vous n'êtes pas le premier à nous dire ça. Franchement, c'est pas possible. Bachelot disait ça aussi. Roselyne Bachelot disait qu'elle en a 4 ou 5 œuvres Alors maximum lors d'une exposition. Ah oui, alors je retire absolument ce que j'ai dit. Non, mais vous êtes encore plus exclusif. J'ai changé d'avis. J'adore les musées. Vous dites, Lauriane. François Sureau, vous dites que vous ne voulez pas posséder d'œuvres, mais celle dont je vais parler, vous pouvez pour 35 €, puisque c'est une bande dessinée. Ça s'appelle Détroit Roma, ou on pourrait même dire, vu le script, c'est Detroit Roma. On suit les aventures de deux jeunes femmes, Becky et Summer, qui en fait partent de Détroit, cette ville qui a été donc post-industrielle, qui a été détruite économiquement et dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années. Et elles vont jusqu'à
Rome, en Géorgie. C'est une sorte de grand road trip absolument dingue. Et ce que j'ai adoré dans cette bande dessinée, c'est qu'en fait, les arts graphiques se modulent en fonction de ce que ressentent les deux personnages. Donc parfois, ça va être au stylo bic, parfois, ça va être avec de l'aquarelle, et puis parfois, ça va être avec de la peinture ou du crayon. Et donc, on suit comme ça les tribulations poétiques et psychologiques de ces deux jeunes femmes qui revisitent à la fois une Amérique cynique, assez dévastée aussi politiquement, très fissurée entre les communautés des uns et des autres. Et donc finalement, pour 35 €, on peut feuilleter ce format qui est un format à l'italienne, donc qui est pas vertical mais horizontal, puisqu'on s'inspire vraiment là pour le coup du cinéma italien, notamment, et puis d'autres références à la Thelma et Louise quand elles sont dans les voitures, etc. C'est assez beau. Donc voilà, ça s'appelle Détroit Roma et c'est clairement ma claque de la semaine et de l'année. Merci Lauria, bravo. Margot, ta claque à toi? Ma claque à moi, c'est une île. Une île qui s'appelle Fernandinea. À mon avis, vous ne la connaissez pas et c'est normal, elle a disparu il y a plusieurs siècles. Elle a vécu fugace 6 petits mois de l'année 1831 au large de la Tunisie et de la Sicile. Elle a émergé comme ça des eaux suite à l'activité volcanique. Et alors, quand une île apparaît, tout le monde se dit à qui elle va appartenir. On revient à la question de la propriété. Et donc, elle a été clamée par la France, l'Angleterre, la Sicile, et puis elle a très vite ressombré au fond des mers, au point que certains ont douté qu'elle ait jamais existé. L'histoire est incroyable et elle a fasciné Clément Cogitor, un artiste que j'aime beaucoup, qu'il a découvert l'année dernière et qui s'est dit mais on dirait un épisode de l'Odyssée d'Homère. Et donc il a dédié à cette île un film et plusieurs installations qu'il expose au Mucem jusqu'en juin. Et voilà, et ça nous interroge à plein d'égards sur la question du territoire, de la propriété. Et puis, beaucoup de scientifiques disent que cette île pourrait réémerger très bientôt. Et donc, à qui elle appartiendrait ? Quelle langue on parlerait sur cette île, qui s'y rendrait? Il faudrait demander à un juriste. C'est exactement. Non, laissons tomber les juristes. Non, mais c'est génial parce que c'est l'Atlantide, l'utopie. C'est l'Atlantide, c'est l'utopie, c'est tout ça ensemble. Clément Cogitor, c'est lui qui avait fait cette représentation absolument extraordinaire des Indes galantes. Des Indes galantes avec des gars complètement déjantés en capuche. Là, absolument. C'est magnifique, c'est une scène magnifique. Un opéra de Rameau. Rameau, absolument. Forêt paisible, qui donc peut contenter nos cœurs s'ils sont sensibles, Fortune, ça n'est pas au prix de tes clameurs. C'est magnifique. Oh, merci, magnifique. Merci. François Sureau, poète et romancier, vous venez de publier donc Loin de Salonique, c'est le deuxième volet d'une saga, d'une série de romans policiers dans laquelle on suit les aventures donc de ce détective Thomas More. On est dans une année étrange, une année juste avant que le monde bascule en 1913 et ce roman c'est une plongée au cœur de l'histoire et ce qui est assez fascinant c'est que vous avez au cœur de cette intrigue un vol, le vol d'une œuvre. Et quelle œuvre? Le vol de la Joconde par Apollinaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire complètement folle où le plus grand poète français, probablement, du 19e siècle, se retrouve accusé? C'est terrible. Je crois que c'est que de là est venue ma méfiance à l'égard des institutions judiciaires, peut-être l'exercice de mon métier ensuite. Apollinaire, qui avait mauvaise réputation. Apollinaire, qui était appelé par Cravant le juif Apollinaire ou le métèque Apollinaire, avait mauvaise réputation. Il était, dans ses écrits, il lui arrivait d'utiliser des pseudonymes de femmes. C'est probablement l'un des premiers écrivains français féministes. Il était défenseur de droits égaux pour les homosexuels. C'est quand même extrêmement rare à l'époque. Il était dreyfusard, il était proche des anarchistes, il a défendu les cubistes. Et le paradoxe d'Apollinaire, c'est que par ailleurs, vous le voyez ici en uniforme, il était extrêmement patriote. C'était un Polonais qui s'est engagé pour faire la guerre aux côtés de la France, qui n'a jamais été aussi content que lorsqu'il a obtenu la Croix de guerre et qui est mort à la fin de la guerre de la grippe espagnole. Donc Apollinaire est à la fois totalement ouvert et totalement patriote. C'est une chose que j'aime beaucoup parce que de nos jours, vous voyez ce que je veux dire, on est un peu binaire, quoi. Faut choisir entre les deux et Apollinaire est un homme qui n'a jamais rien choisi. Mais ça lui valait consacré des centaines, peut-être des milliers de pages, mais pourquoi a-t-il été accusé d'avoir volé la Joconde? Il a été accusé d'avoir volé la Joconde parce que 3 critiques,
4 gars auxquels il avait porté tort ont expliqué que c'est Apollinaire qui avait probablement volé la Joconde. La Joconde, en réalité, avait été volée par un ouvrier italien qui s'était fait embaucher sur le chantier parce qu'il voulait la rendre à l'Italie. C'était un vol patriotique, en quelque sorte. Donc il voulait prendre la Joconde et la rendre à l'Italie. Toujours est-il qu'Apollinaire est suspecté parce qu'il écrivait des articles de critiques artistiques qui lui avaient valu beaucoup d'ennemis. Il est arrêté par un juge d'instruction absolument invraisemblable. Il est envoyé à la santé. En arrivant dans ma cellule, il a fallu me mettre nu et une voix sinistre ulule. « Guillaume, qu'es-tu devenu ?» Alors qu'il était venu en France pour, faire une grande carrière, le voilà qui se retrouve à la santé, accusé par son meilleur copain, Pablo Picasso, qui était un peu comme David, un artiste génial, mais pas un grand caractère. Et Picasso accuse le malheureux Apollinaire qui a mis beaucoup de temps à s'en sortir. Et au cœur de ce livre, il y a un tableau mystérieux, puisqu'on en est à parler de votre musée imaginaire. C'est le jardin clos du maître du Haut-Rhin. C'est un tableau de quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Alors ça, c'est une chose que j'aime énormément. Et ça, c'est assez génial. Racontez-nous ce tableau-là. Alors, c'est un tableau du XIVe siècle, qui est un tableau médiéval qui représente le jardin clos du maître de Strasbourg, représente une sorte de paradis terrestre qui est mais extrêmement poétique, avec des animaux imaginaires, avec des fleurs imaginaires, avec des choses tout à fait étonnantes et d'une beauté. Enfin, le thème du jardin, du paradis est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours imaginé, vous savez, dans la Bible, on est sorti, on était dans le jardin, puis on a fait des bêtises, donc on est sorti du jardin. Moi, j'ai toujours imaginé que le jardin était ce qu'il y avait de l'autre côté. Non pas ce qu'il y avait avant, mais ce qu'il y allait avoir après. Donc c'est un petit tableau conservé en Allemagne, mais il existe ce tableau en Allemagne qui existe bien sûr, qui existe et qui mais dont on ne connaît pas l'auteur. Et alors ça, c'est une autre chose qui me plaît. Le Moyen Âge était pas aussi narcisse que nous. C'est à partir de l'époque moderne où on sait que tout le monde a fait ceci ou cela. Le retable du maître d'Isenheim, le tableau ce tableau-là. Ce sont des œuvres qui ne sont pas signées. Ce sont des œuvres qui ne sont pas signées. C'est à la Renaissance qu'on signe. C'est à la Renaissance qu'on signe. Et on sait que c'est simplement de ne laisser derrière lui que la trace picturale et que personne ne connaisse son nom. François Sureau, décrivez-nous ce tableau, le jardin clos. Cette espèce de cour d'amour mystique. Alors, il y a la Vierge au milieu. Voilà, il y a la Vierge, il y a 4 femmes. Il y a 4 femmes, il y a des oiseaux, il y a toutes sortes de... des fruits. Il y a des fruits et une interprétation presque impossible que fait la Vierge seule à l'intérieur du paradis terrestre avec 4 femmes, que font ces oiseaux. Enfin, c'est quelque chose de, voilà, pour moi, d'extrêmement... Je ne saurais pas l'expliquer, vous voyez, mais c'est pour moi quelque chose d'incroyablement prenant et poétique. François Sureau, vous êtes entré à l'Académie française en 2020. Vous avez donc reçu une épée d'académicien. Pour vous qui n'êtes pas forcément pro-armée, il va falloir m'expliquer. Mais il paraît que vous l'avez cassée. Oui. Dans un duel. Alors j'ai besoin de savoir quelle est l'histoire. Il se trouve que j'étais dans la bibliothèque. Alors c'est une épée de cour. C'est pas avec ça que je vais trancher des choses pénibles. Mais j'étais dans la bibliothèque en discutant avec un personnage extraordinaire, qui est un de mes confrères, qui s'appelle Michel Zinc, professeur au Collège de France, un très très grand médiéviste qui a écrit sur Tristan et Iseult, sur l'amour au Moyen-Âge, sur la poésie du Moyen-Âge, des choses absolument magnifiques. Et je ne sais pas pourquoi, et il a dû me traiter d'autodidacte, de crétin. Non, on s'entend très très bien, hein. Mais je sais pas, j'étais d'humeur belliqueuse, j'ai tiré mon épée et je me suis dit, nous allons nous battre. Et comme il n'a pas voulu céder, nous sommes mis à nous affronter en duel dans la bibliothèque de l'Académie française. Malheureusement, ces épées ne sont pas faites pour ça, ce qui fait que je l'ai cassée à la première parade, et ce qui fait que maintenant, je n'ai plus qu'un tronçon d'épée en guise d'épée. Voilà. Margot ? Et justement, concernant l'Académie, lors de votre discours de réception à la place de Max Gallo, vous avez cette très belle phrase sur la liberté. La liberté est une étrange chose. Elle disparaît dès qu'on veut en parler. On n'en parle jamais aussi bien que lorsqu'elle a disparu. Elle semble, pour les écrivains en particulier, n'avoir qu'une seule et même source qui se divise aussitôt en rivières aux cours différents et souvent opposés. Est-ce que la liberté est très chère à votre cœur, évidemment. Est-ce que l'art, c'est un des derniers bastions de liberté, François Sureau ?
Oh oui, c'est même le bastion. Quand on dit que la liberté est c'est d'ailleurs une question extrêmement complexe parce que je crois que c'est Vinci qui disait que l'art naissait de contraintes et mourait de liberté. C'est-à-dire que d'un côté, l'art en tant que technique suppose une réflexion sur la contrainte et une contrainte pour arriver à son plus extrême aboutissement. Mais d'un autre côté, dans tous les régimes, même les plus oppressifs, la liberté survit par l'art. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Merci François Sureau.